Situation toujours très tendue à la frontière israélo-syrienne où les rebelles proches d'Al-Qaïda ont attaqué des casques bleus. L'armée israélienne a de son côté abattu un drone au-dessus du plateau du Golan. Aujourd'hui, son origine n'est pas encore établie. En Ukraine, le président russe Poutine évoque pour la première fois la création d'un État indépendant dans l'est de l'Ukraine en soutien aux revendications des rebelles pro-russes. L'Europe, elle, menace toujours Moscou de nouvelles sanctions d'ici une semaine. Les États-Unis s'apprêtent à dévoiler leur stratégie pour éliminer l'État islamique. En Irak, l'armée a de son côté réussi à repousser les djihadistes de la ville d'Amerli qu'ils encerclaient depuis plusieurs jours. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous, 1h30 donc d'informations et on va commencer par s'attarder sur la situation dans le Golan. Ce soir, la frontière israélo-syrienne avec des tensions et parfois même des combats qui ont éclaté ce week-end entre les rebelles proches d'Al-Qaïda et les casques bleus de l'ONU qui sont placés là-bas en force d'interposition. On va en parler avec nos invités. Bonsoir Avi Pazner. Bonsoir Jean-Charles. Ambassadeur d'Israël. Bonsoir à Raphaël Yerushalmi, ancien officier dans le renseignement militaire de l'armée israélienne. Nous retrouvons également nos envoyés spéciaux pour les 3 chaînes d'i24 News avec Hicham, Maxime et Eli qui se trouvent justement ce soir à la frontière israélo-syrienne. On fera le point avec eux sur cette situation qui inquiète fortement ce soir, d'autant qu'un drone a été abattu, je vous le disais tout à l'heure, par l'armée israélienne. On en parle tout de suite. We want to assure everyone that the protection of our troops is a priority for our government and that all efforts are being made in order that their safety and security will be ensured. The ultimate goal is the same, to destroy the infidels, the Jews, the Christians, the Yazidis, moderate Arabs, and to create an Islamic state, a caliphate or Islamic state, not just in the Middle East, but all over the globe. הנוכחות שלנו שם כבר 5 חודשים. אנחנו נערכים לקראת אפשרויות שונות. אנחנו חיים במזרח תיכון קשה. Moyen-Orient difficile, comme on vient de l'entendre la bouche du Premier ministre Benyamin Netanyahou, c'est le cas, on va en parler ce soir, situation donc qui reste particulièrement préoccupante à la frontière israélo-syrienne. On fait le point tout d'abord sur les événements de ces dernières heures et notamment ce drone abattu par l'armée israélienne dont je vous parlais, c'était cet après-midi. Explication, rappel des faits en images avec Daniel Ziri. Les 40 casques bleus fidjiens retenus dans le Golan syrien depuis 4 jours ont été enlevés par le front Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. L'organisation a revendiqué l'enlèvement ce dimanche. Le groupe qui combat auprès des rebelles en Syrie a publié des photos des soldats et leurs cartes d'identité tout en assurant qu'ils étaient bien traités. Le commandant de l'armée fidjienne a déclaré que des efforts étaient en cours pour libérer les hommes. À ce stade, nous ne savons toujours pas l'emplacement exact de nos troupes. Nous poursuivons les négociations à tous les niveaux. Il y a l'équipe officielle de négociation menée par les négociateurs de l'ONU et il y a les négociations locales menées par les Fidjiens sur le terrain avec des contacts locaux. Ce samedi, 75 agents philippins de la Force des Nations Unies pour le désengagement sur le Golan ont été évacués de la zone. Ils étaient en position périlleuse après des confrontations avec les rebelles syriens. Le côté syrien du plateau est le théâtre d'affrontements entre rebelles et armées régulières depuis plusieurs jours. La branche syrienne d'Al-Qaïda avait pris la semaine dernière la ville de Quneitra où se trouve l'unique point de contact entre la Syrie et Israël. Depuis, le conflit syrien semble déborder sur le pays.
L'armée israélienne a annoncé avoir abattu dimanche un drone venu de Syrie et passé de son côté de la ligne de démarcation sur le plateau du Golan. Elle n'a pas précisé qui opérait le drone. Pour le moment, Tsahal reste dans la retenue face aux événements, mais Israël se tient prêt à riposter à toute violation de sa souveraineté. Nous avons déjà pris des mesures, nous n'avons pas attendu. Nous avons reconstruit et rénové la barrière de sécurité. Al-Nosra est présent là-bas depuis 5 mois. Nous sommes préparés à plusieurs possibilités. Mais cela montre ce que je dis toujours, nous vivons dans un Moyen-Orient difficile et par rapport aux autres pays, nous prenons soin de notre sécurité et de l'économie mieux que tout le monde. Mais nous sommes confrontés à des défis sur plusieurs fronts et donc nous allons continuer à faire ce qui est bon pour la sécurité d'Israël et de ses citoyens. Depuis le début des violences à Quneitra, plusieurs obus de mortier et balles perdues avaient atteint Israël. 2 soldats ont été blessés. Voilà donc pour cette situation. Avi Pazner, Rafi Yerushalmi, on va en parler avec vous. D'abord, militairement, Rafi Yerushalmi, est-ce qu'il est inquiétant de voir ce soir qu'il y a effectivement ces rebelles proches d'Al-Qaïda, ce n'est pas l'État islamique, on fera la différence tout à l'heure, mais qui sont à la frontière vraiment avec Israël. Est-ce que ça concerne finalement Israël pour l'instant ou pas, ou est-ce que c'est quelque chose qui est... À mon avis, pas. À long terme, bien sûr, oui. Tous ces mouvements... Et tous ces États islamiques cherchent en fin de compte à régler aussi des comptes avec Israël. Mais pour l'instant, non, ça ne représente pas une menace réelle pour Israël. Nous devons comprendre que Quneitra n'a aucune valeur stratégique, seulement une valeur symbolique de par sa proximité, effectivement, avec la frontière israélienne. Le Quneitra d'avant a été détruit complètement. Il y a ce qu'on appelle le nouveau Quneitra, une ville nouvelle qui a été bâtie par les Syriens, qui est pratiquement déserte. Personne ne veut y habiter. Et là aussi, vraiment, pas de valeur stratégique. Alors, s'il y a quelques ricochets, dirons-nous, qui arrivent sur Israël, on ne peut pas prendre ça pour une menace. Nous avons la preuve que nous sommes préparés, puisque détruire un drone, c'est une cible extrêmement petite et difficile à détruire, et donc technologiquement, ça montre une fois de plus sa supériorité. Donc je pense qu'il n'y a rien à craindre. La seule chose qui est à craindre, parce que je viens d'entendre les paroles du chef du gouvernement, c'est que lui détourne ces incidents qui n'ont vraiment aucune importance pour nous faire oublier que nous avons une menace qui reste sur nous, c'est celle du Hamas. Le cessez-le-feu a été signé, d'accord. La rentrée des classes, c'est demain, d'accord. Mais jusqu'à présent, la menace la plus sérieuse qui pèse sur nous vient du Hamas et ensuite du Hezbollah, lequel va maintenant rejoindre la Syrie vers le sud, parce que le Hezbollah aidait le gouvernement Assad au nord. Maintenant, ils rejoignent le sud, soi-disant pour aider le gouvernement d'Assad à combattre Al-Qaïda. Mais évidemment, cette présence du Hezbollah au sud est inquiétante. Et il n'en reste pas moins que nous ne devons pas nous inquiéter pour l'instant d'un nouveau front au nord. Nous devons attendre ce qui va se passer encore au sud. Demain, c'est la rentrée des classes. 2 millions d'élèves qui vont en classe. Je suis certain que même si les dirigeants du Hamas entendent respecter le cessez-le-feu, il y a certains éléments à Gaza ou au Qatar qui ne rêvent que d'une chose, c'est d'envoyer un petit baroud d'honneur demain matin pour la rentrée des classes et semer une panique. Les parents qui écoutent, mais bon, j'espère que vous vous trompez. En tout cas, vous craignez, vous, une rupture du cessez-le-feu Je ne sais pas, je ne veux pas être prophète. Je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui un avantage pour le Hamas, mais il peut y avoir un groupe hors du Hamas, on ne peut pas savoir. Ça peut arriver. Mais pour en revenir au Golan, je ne suis malheureusement pas aussi optimiste que mon ami Raphaël Yerushalmi. Pas à court terme. Là, je suis complètement d'accord avec vous. Mais à long terme, c'est quand même quelque chose d'inquiétant que des groupes affiliés à Al-Qaïda se postent sur la frontière israélienne, alors que pendant 40 ans, nous avons connu tranquillité, sécurité, presque absolue, pas tout à fait, mais presque absolue sur cette frontière avec la Syrie. Et ça revient à la question que nous nous posions quand est commencée la guerre civile
en Syrie. Où Israël a-t-il un avantage à être avec Assad ou au contraire avec les rebelles? Israël n'a jamais fait de déclaration publique à cet égard, mais la précaution même que nous prenions montrait que nous voulions prendre nos distances de tout ça, parce que d'un côté, Assad, c'est l'allié du Hezbollah et de l'Iran. De l'autre côté, ces groupes sont extrêmement dangereux. Et il n'y avait pas encore, il y a 2 ou 3 ans, enfin il y avait quelque part en Irak, l'État islamique n'existait pas en tant que force militaire. Aujourd'hui, elle existe. C'est vrai qu'elle ne se trouve pas sur nos frontières. Pour le moment, c'est Al-Nusra et d'autres groupes affiliés aussi à Al-Qaïda, dangereux aussi, mais moins fanatiques, moins imprégnés de sang que l'État islamique. Mais je peux voir une situation dans les mois à venir où il y a une infiltration pernicieuse de groupes extrémistes vers la frontière israélienne. Il ne faut pas oublier. Une fois qu'ils auront réglé leur compte entre eux avec le régime d'Assad, se tourner vers Israël, c'est une aubaine pour eux. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne les préoccupons pas. Aujourd'hui, ils se battent contre Assad, ils veulent gagner la guerre contre Assad. Et d'ailleurs, Assad fait un gros effort pour essayer de reconquérir Quneitra pour le symbole, parce que c'est pas important, Rafi, je suis d'accord, c'est pas important comme ville, c'est important comme symbole. Que le monde entier voit des télévisions du Golan montrer la défaite de l'armée d'Assad, c'est pas bon pour lui, ça. Donc il va faire un effort considérable. Et j'espère seulement une chose, qu'il ne va pas employer des groupes du Hezbollah, des soldats du Hezbollah, pour reconquérir Quneitra. Parce qu'alors là, avoir le Hezbollah sur notre frontière avec la Syrie, ça serait très très mauvais. Alors c'est là un peu un choix entre la peste et le choléra. Hezbollah d'un côté, Al-Nusra, État islamique de l'autre. Israël doit être très, très vigilant. Ouais, on parlera de l'État islamique un petit peu plus tard, mais on va aussi dire un mot de ce qui arrive à ces casques bleus, parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit quand même que c'est un symbole extrêmement dommageable, on va dire, pour la communauté internationale, de voir des casques bleus pris en otage, sur qui on a tiré, comme ce qui est arrivé aux Philippins. À quoi sert finalement cette force d'interposition dont on voit qu'elle n'a finalement d'interposition que le nom? Cette force des Nations Unies, qui s'appelle UNDOF, est comparable à la FINUL au Liban, au Sud-Liban, et aux forces des Nations Unies qui siègent toujours à Jérusalem jusqu'à aujourd'hui, depuis 1948. Toutes ces forces des Nations Unies sont très aimables, très sympathiques. Elles n'ont aucun mandat précis, elles n'ont aucune possibilité d'intervenir s'il y a des infractions au cessez-le-feu, aux accords. Elles sont juste là. Le drame des forces qui ont maintenant affaire avec Al-Qaïda, c'est qu'elles sont, tant du côté des Philippins que des Fidjiens, des armées qui sont très amies avec Israël. Il y a une longue tradition d'amitié et de coopération entre les Fidji et les Philippines, des échanges d'officiers, des cours qu'ils viennent suivre en Israël, de l'armement que nous leur vendons. Ils sont donc réputés pour être plutôt pro-israéliens, bien que les Nations Unies doivent être neutres. C'est donc à leur désavantage. Le fait qu'ils soient maintenant menacés, faits prisonniers, devrait permettre ce qui n'a pas été possible peut-être avec Gaza, c'est qu'une fois de plus, nous n'ayons pas à faire le travail tout seul. La menace est réelle à long terme, et c'est évident, mais pourquoi devons-nous faire le travail tout seul? Nous devons absolument insister pour que la communauté internationale, les Nations Unies, les États-Unis, les Européens frappent. Ils auraient dû frapper il y a bien longtemps. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au départ de cette guerre civile en Syrie, on pouvait tuer le poussin dans l'œuf. C'était tout à fait faisable. Rien n'a été fait. Depuis, il y a 200 000 morts, 3 millions de personnes déplacées. Alors, doit-on attendre la prochaine catastrophe? Je pense, je l'avais dit de toute façon pour Gaza, et je le dis certainement cette fois-ci, il faut absolument
que la communauté internationale réagisse. Il est hors de question qu'Israël se retrouve une fois de plus seul face à cette menace et qu'elle fasse le travail pour le monde entier. Voilà. Pardon, j'aimerais ajouter quelque chose, Rafi, avec votre permission. Du côté, le côté diplomatique de la chose, c'est vrai évidemment que ces forces UNDOF, UNIFIL, même la force internationale dans le Sinaï, il y a encore dans le Sinaï pas une force de l'ONU qui, vous vous rappelez peut-être, de façon aberrante, l'ONU était contre, le Conseil de sécurité de l'ONU était contre le traité de paix d'Israël avec l'Égypte. Alors les Américains ont formé une force internationale. Ce ne sont pas des forces qui se battent. Elles ne doivent pas se battre. Leur importance, c'est la présence elle-même, c'est tout. C'est tout. Et nous avons eu la chance d'avoir ce UNIFIL sur notre frontière avec la Syrie pendant 40 ans. Ils n'ont pas fait grand-chose, ils patrouillaient, ils voyaient, mais ils étaient là. Et c'était là peut-être la raison pour laquelle tous les dirigeants syriens du père d'Assad me dire on ne peut pas attaquer Israël parce qu'entre nous, il y a interposé cette force de l'ONU. Et maintenant, qu'est-ce qui peut arriver maintenant? Après ce qui est arrivé aux Philippins et aux Fidjiens. Si on dit Fidjiens, je sais pas. Fidjiens, ouais. Ouais, Fidjiens. C'est possible que nous ne trouvions plus de pays qui soient disponibles pour envoyer leurs soldats sur le Golan. Donc, nous sommes sous la menace d'une disparition de l'UNIFIL. C'est pas que l'UNIFIL nous protégeait. Israël se protège toujours soi-même. Mais c'était très pratique. C'est très pratique d'avoir cette force. Maintenant, encore une fois, je ne vois pas quel pays va envoyer, après cet incident, quel pays va envoyer des forces sur le Golan. Je ne vois pas. J'espère qu'il y en aura. Je ne vois pas exactement qui c'est. Donc, nous nous trouverons dans une situation où il n'y aura pas d'UNIFIL, pas d'ONU, pas de zone de séparation. Et en face de nous, peut-être, je dis peut-être parce qu'il est possible qu'Assad puisse reconquérir cette partie, nous trouverons en face de nous, à long terme, des islamistes fanatiques. Donc, je suis encore une fois pas concerné par l'avenir immédiat. Ils ont du pain sur la planche à se battre entre eux. Mais dans le futur, je peux voir une menace, comme disait la Bible, la menace vient du Nord, ok? Et ce n'est pas seulement le Hamas, ce n'est pas seulement le Hezbollah. Malheureusement, ça sera aussi sur la frontière syrienne. Est-ce que je peux me permettre de vous rassurer? Ouais. Il y a une liste d'attente de beaucoup de pays pour faire partie des forces des Nations Unies. Parce que pour ces pays, comme les Fidji, les Philippines et d'autres, même l'Irlande, il y a un intérêt économique énorme à être dans les forces de sécurité des Nations Unies. Pareil, je vous donne un simple exemple. Le Fidji a 3 bataillons. C'est un tout petit pays, hein. Donc ils ont 3 bataillons. Ils n'ont un budget que pour 1 bataillon. 2 de leurs bataillons sont payés, financés et employés par les Nations Unies. La même chose pour les Philippines, la même chose pour l'Irlande, même une partie de l'armée jordanienne. Il y a donc énormément de pays qui ne pourraient pas maintenir des bataillons entiers, dans certains cas des brigades, si elles n'étaient pas financées par l'emploi qu'il aurait proposé, l'embauche des Nations Unies. Et il y a une véritable liste d'attente. Malaisie, Indonésie, tous les pays du tiers-monde font la queue pour devenir des casques bleus. Il y a un intérêt économique. Ceci étant, après vous avoir rassuré, permettez-moi de vous inquiéter, c'est vrai que Assad n'a pas attaqué Israël de Syrie, il a attaqué Israël du Liban. Bien sûr. Il a donc utilisé le Hezbollah pour nous attaquer. Aujourd'hui, la situation s'inverse. La Hezbollah voudrait bien utiliser la Syrie et le sol syrien pour attaquer Israël. Parce qu'à ce moment-là, Israël a un gros problème. Elle ne pourrait pas rejeter la responsabilité, comme elle a fait par le passé, sur l'armée libanaise, dont tout le monde sait qu'elle est absolument incapable de faire régner l'ordre et la sécurité au Liban. Donc là, il pourrait avoir cet avantage de, eux, à leur tour, utiliser Assad pour attaquer Israël, ce qui arrange énormément ceux qu'on oublie tout le temps en ce moment et qu'on ne devrait pas oublier. Je suis sûr que le gouvernement et l'armée ne les oublient pas,
les Iraniens. Les Iraniens qui sont en train maintenant de vraiment prendre leurs pieds en ce qui est... Et pas seulement en Syrie, d'ailleurs, si on parle des Iraniens, déjà en Irak aussi, on tend peut-être à oublier que dans les années 80, il y a eu une guerre de 8 ans entre l'Irak et l'Iran, une guerre sanglante qui a fait plus qu'1 million de victimes. Et maintenant, aujourd'hui, vous avez, parlant de l'Iran, vous avez une présence iranienne, non seulement en Syrie, où je suis certain qu'il y a des gardes révolutionnaires iraniens en Syrie, peut-être pas en grand nombre, mais ils y sont. Vous avez aussi en Irak aujourd'hui une présence iranienne en Irak. Donc vous avez ici une sorte d'avance rampante de l'Iran vers nous, ok. Pour le moment, pas grand-chose, ok, mais ce sont des présences, et vous avez parfaitement raison, Rafi, de mentionner le problème, car ce problème-là est autrement difficile et autrement menaçant pour Israël que des groupes qui, certes, peuvent nous occasionner des pertes, comme nous l'avons vu, mais qui ne menacent pas l'existence même d'Israël. Quand on parle de l'Iran, on parle d'autre chose. Okay? On parle d'un ordre de grandeur complètement différent. Et il ne faut vraiment jamais l'oublier. Et je suis sûr que Netanyahou, qui parle maintenant seulement du Hamas et de tout ça, parce que c'est le problème actuel, lui n'oublie pas l'Iran. Chez Netanyahou, c'est un point fixe. Oui, il en a parlé très longtemps, effectivement. Alors, vous restez avec nous encore quelques minutes. On parlera de l'État islamique dans un instant, puisque les Américains, eux, s'inquiètent beaucoup de cette menace. Mais on va retrouver justement sur le plateau du Golan, à la frontière israélo-syrienne, notre envoyé spécial, Maxime Pérez. Bonsoir, Maxime. D'abord, est-ce qu'on peut faire un point de la situation ce soir? Qu'en est-il justement à cette frontière? Est-ce que c'est le calme qui revient ou pas? Le calme, pas pour le moment. Il y a des combats sporadiques. Nous entendons régulièrement des bruits d'armes automatiques et d'explosions, essentiellement des obus de mortier qui parfois tombent très près de la frontière israélienne. Cette position de Quneitra, ce point de passage, il est pour l'instant tenu par des éléments de l'armée syrienne libre, une faction modérée de la rébellion syrienne. Mais on le sait, il y a à quelques kilomètres d'ici, peut-être même plus proche, des éléments des djihadistes du Front Al-Nosra, une organisation qui a fait allégeance à Al-Qaïda, émanation même syrienne d'Al-Qaïda. C'est de cette organisation dont se méfie évidemment Israël, et c'est pour cette raison qu'il y a un état d'alerte permanent depuis mercredi dans ce secteur frontalier du plateau du Golan face à la province de Quneitra que le régime syrien est en train de perdre chaque jour un peu plus. Il y a une volonté de la part des forces d'Assad de mener une contre-offensive, ce qui peut expliquer les combats que l'on entend de façon sporadique à quelques centaines de mètres derrière nous. Mais globalement, à part ce secteur frontalier, les forces d'Assad n'ont quasiment plus le contrôle de cette région frontalière qui est donc globalement sous le contrôle de l'armée syrienne libre. Mais évidemment, il y a cette menace et cette présence djihadiste qui pourrait pousser l'armée israélienne dans les prochaines heures, dans les prochains jours, à changer les règles du jeu sur le terrain. Jusqu'ici, ces ripostes, à chaque fois que des tirs débordés sur le territoire israélien étaient tournés vers des positions de l'armée syrienne, et bien cette fois, ce sont peut-être des positions de la rébellion, peut-être de groupes djihadistes qui pourraient être visés. Il y a un message en ce sens qui a été transmis ces dernières heures aux groupes djihadistes via l'armée syrienne libre. Alors, on va parler de ce drone qui a été abattu cet après-midi par un missile patriote. Maxime, est-ce qu'on sait de qui, évidemment, il était l'émanation ? Pour l'instant, aucune certitude du côté de l'armée israélienne, seulement des estimations. Et l'estimation la plus probable, celle qui est envisagée par l'armée israélienne, c'est que ce sont des unités de l'armée syrienne proches du régime qui l'ont activé pour surveiller les opérations et le dispositif militaire de l'armée syrienne libre dans le secteur frontalier de Quneitra, évidemment dans la perspective d'une contre-offensive. Il faut rappeler que cette région frontalière du Golan, ce secteur, cette province de Quneitra est absolument vitale pour l'armée syrienne, pour le régime, parce qu'elle s'étend au sud de la Jordanie, qui est un lieu de passage et de contrebande d'armes pour la rébellion syrienne, et plus au nord parce qu'elle coupe la route de Damas, et que évidemment la hantise du régime, c'est de voir la rébellion assiéger la capitale syrienne par le sud, notamment en utilisant ces voies d'approvisionnement que constituent ces routes qui mènent de la région frontalière du Golan jusqu'à la route de Damas. Et dans cette optique, évidemment, l'armée syrienne est en train de mettre en place une contre-offensive qu'elle est à même d'utiliser des appareils
de type comme des drones, ces avions sans pilote qui sont utilisés dans l'armée syrienne, qui sont de fabrication iranienne selon l'armée israélienne. On évoque aussi du côté de Tsahal la possibilité que le Hezbollah utilise aussi ce type d'appareil pour mener des activités de renseignement dans le territoire israélien, dans la partie israélienne du plateau Golan, mais ce n'est pas l'hypothèse qui est retenue ce soir par l'armée. Merci Maxime Pérez, donc en direct de cette frontière israélo-syrienne où donc le calme est relatif. Alors justement, quelle pourrait être la réaction de l'armée israélienne par rapport à ce qui se passe en Syrie? Écoutez ces quelques réactions recueillies dans les rues de Tel Aviv aujourd'hui par Maël Benoliel. Donc moi je pense que si l'armée, le Hamas vient vers Israël, il faudra bien se défendre et terminer avec eux. On finira avec eux pour que ce soit une fois pour toutes qu'on en termine avec eux. Je pense que si le Hezbollah attaque, nous devons nous aussi attaquer de nouveau. Si un missile ou un militaire de l'autre côté franchit une ligne rouge, Israël devra être clair et riposter immédiatement. Nous faisons confiance à notre armée et je suis sûr que Tsahal nous protégera comme il nous a protégés de Gaza. À mon avis, il faut se retenir et voir ce qu'il se passe à la frontière. Si la situation empire, alors avec la coopération des États-Unis, il faudra penser à une démarche militaire. Mais il ne faut pas que ce soit une démarche unilatérale d'Israël. Voilà, quelques témoignages. Rafi Yerouchalmi, rapidement, il nous reste une minute environ. Vous craignez un engrenage ou pas à cette frontière-là pour l'instant ou pas? Non, comme vous l'avez dit, à long terme, il y a un grave danger. À court terme, dans les jours qui viennent, ou le mois qui vient, nous n'avons pas à craindre une escalade. Je crois que le Hezbollah, la Syrie, Al-Qaïda, Daesh lui-même sont très occupés entre eux. Ils n'ont pas encore le temps de s'occuper de nous. Pourvu ça que viendra. Tous gagnent. Je dis pourvu que tous voilà. gagnent. Pourvu qu'ils voilà soient la conclusion. Ils sont occupés entre eux. Puissent tous gagner, okay. Voilà, puissent tout vaincre. Voilà. Comme ça, personne n'aura l'idée de s'intéresser à cette frontière-là. Mais enfin, c'est une situation qui vaut sur le court terme. Merci Avi Pazner, merci Rafi Yerouchalmi. On suit évidemment de près cette situation. On retrouvera peut-être d'ailleurs Maxime Pérez un petit peu plus tard à cette frontière israélo-syrienne. Et puis on parlera dans un instant de l'Irak, car la situation là aussi évolue rapidement et que les combats se poursuivent. Les frappes aériennes américaines également sur les positions de l'État islamique. Voilà donc pour la situation dans le Golan. Dans un instant, suite du grand direct, on ira tout d'abord en Ukraine avec des propos qui ne passent pas inaperçus tenus aujourd'hui par le président russe Vladimir Poutine à propos de la rébellion dans l'est de l'Ukraine. Restez avec nous, on se retrouve dans un tout petit instant après une pause. Situation toujours très tendue à la frontière israélo-syrienne où les rebelles proches d'Al-Qaïda ont attaqué des casques bleus. L'armée israélienne a, elle, abattu un drone au-dessus du plateau du Golan, mais son origine n'est pas encore établie. En Ukraine, le président russe Poutine évoque pour la première fois la création d'un État indépendant dans l'est de l'Ukraine. Soutien affiché aux revendications des rebelles pro-russes. On en reparle dans un instant. Les États-Unis s'apprêtent à dévoiler leur stratégie pour éliminer l'État islamique. En Irak, l'armée du gouvernement a, elle, réussi à repousser les djihadistes de la ville d'Amerli qu'ils encerclaient depuis des mois. C'est donc la première fois que le président russe Vladimir Poutine évoque aussi ouvertement la création d'un État indépendant dans l'est de l'Ukraine. Des propos tenus aujourd'hui lors d'une interview à une chaîne de télévision asiatique. Et ce, au moment où la crise prend une nouvelle dimension entre l'Occident et Moscou avec de nouvelles menaces de sanctions de la part de l'Union européenne qui accuse la Russie d'incursion délibérée en Ukraine. Leslie Rezoug. Ce dimanche, Vladimir Poutine a franchi une nouvelle étape. Il a évoqué la création d'un État dans l'est de l'Ukraine. Selon les médias russes, il aurait même précisé l'organisation politique de ce futur pays.
Une annonce à contre-courant de la position européenne. L'Union affirme en effet que des milliers de soldats et des centaines de blindés russes se trouvent dans l'est de l'Ukraine, où les combats font toujours rage entre les forces loyalistes et pro-russes. Les Européens se sont donné une semaine pour réfléchir à de nouvelles sanctions contre Moscou. Ils exigent déjà que la Russie retire ses troupes. Et pour le président ukrainien, la situation sur le terrain est particulièrement grave. Nous sommes très proches d'un point de non-retour. Le point de non-retour est la guerre totale qui se passe déjà dans les territoires contrôlés par les séparatistes et quand ce ne sont pas eux, des troupes russes de l'armée régulière. Et quelle que soit l'action offensive qui sera prise, si elle arrive, elle conduira à un point de non-retour. Les responsables séparatistes affirment quant à eux que les insurgés contrôlent près de 50% du territoire des régions de Donetsk et Lugansk. Les rebelles pro-russes sont aussi près de Mariupol, un grand port industriel du sud-est du pays. Et ils sont plutôt confiants. Il n'y a pratiquement pas d'artillerie du côté ukrainien. Il est très difficile de défendre cette ville car il n'y a pas de compréhension ou pas de volonté de la part des dirigeants ou du gouvernement ukrainien de défendre leur propre territoire et leur propre peuple. La chute de Mariupol ouvrirait la route des séparatistes vers la Crimée qui s'était prononcée en mars dernier pour un rattachement à la Russie. Si cette ville stratégique tombait, cela serait donc un échec flagrant pour l'armée ukrainienne qui recule constamment depuis une semaine et qui manque de matériel militaire pour faire face à l'offensive. En Irak, l'armée gouvernementale a remporté un succès significatif contre l'État islamique en brisant aujourd'hui le siège d'une ville qui était encerclée par les djihadistes depuis des mois. Les Américains continuent justement d'apporter un appui aérien militaire dans cette lutte, mais le combat est loin d'être gagné et Barack Obama doit faire connaître dans quelques jours la stratégie globale de la Maison-Blanche pour lutter contre l'État islamique. Julia Ganancia. À Merli, à 160 km au nord de Bagdad. Une ville chiite turcomane où près de 20 000 habitants étaient encerclés par des djihadistes depuis plus de 2 mois. Ce dimanche, les forces irakiennes ont brisé le siège et ont pu entrer à l'intérieur de la ville. C'est l'un des rares succès enregistrés face à l'État islamique. L'armée américaine, qui mène depuis le 8 août des frappes aériennes dans le nord de l'Irak, avait largué samedi de l'aide humanitaire sur Amerli, tout comme la France, la Grande-Bretagne, mais aussi l'Australie. L'Australie a accepté de rejoindre un pont aérien de matériel militaire aux Kurdes. Nous avons accepté de participer à ce pont aérien à la demande de l'administration Obama et avec l'autorisation du gouvernement irakien. Je peux également annoncer que l'Australie a participé à un convoi humanitaire dans la ville assiégée d'Amerli, dans le nord de l'Irak. Car Washington appelle à la formation de la plus large coalition des nations possible pour combattre l'État islamique. Il a multiplié les exactions dans les régions conquises en Syrie et en Irak, une menace sans précédent selon le président américain. Les gouvernements et les peuples du Moyen-Orient doivent faire un effort collectif pour extraire ce cancer et éviter qu'il ne se propage. Il doit y avoir un rejet clair de ce genre d'idéologie nihiliste. Une chose sur laquelle nous pouvons être d'accord, c'est que l'EI n'a pas sa place au XXIe siècle. Le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, est attendu dans la région le 4 et 5 septembre. Plus de 1,6 million d'Irakiens ont été déplacés cette année par les violences en Irak, dont 850 000 durant le seul mois d'août. Alors on va parler justement des menaces que fait peser l'État islamique avec Rudy Saada. Bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Journaliste spécialiste des réseaux sociaux sur i24 News. Alors il y a eu cette découverte très inquiétante, Rudy, dont vous allez nous parler, d'un ordinateur que possédait un membre tunisien de l'État islamique. Oui, alors c'est le site internet Foreign Policy qui a été relayé par Slate.fr qui nous présente cet ordinateur qu'on va voir à l'écran. Il a été saisi par un officier d'un groupe modéré de rebelles du nord de la Syrie lors d'une attaque d'un bâtiment contrôlé par l'État islamique dans la province syrienne d'Idlib. Alors dans leur fuite, les combattants de l'EI ont laissé donc cet ordinateur de marque Asus. Ils l'ont allumé évidemment pour pouvoir le scanner. Pas de mot de passe nécessaire, il s'allume normalement, mais aucun fichier non plus, sauf qu'après avoir fait une petite manipulation informatique très simple, on a découvert 146 gigabits de données, ce qui est énorme, soit un total de 35 000 fichiers classés dans 2300 dossiers. Alors dans ces dossiers, on trouve ce à quoi on pouvait s'attendre très classiquement. On voit
voit des kits d'arguments de justification idéologique pour le djihad, des vidéos d'Oussama Ben Laden, des manuels pour fabriquer des bombes, des instructions sur la façon de voler une voiture et aussi des instructions sur comment se déguiser pour aller d'une base djihadiste à une autre sans se faire repérer. Alors jusque-là, on est plutôt dans un contenu classique, mais là, donc, vraie révélation, vous l'avez dit, c'est un manuel de 19 pages sur la manière de développer des armes biologiques et bactériologiques. Donc Mohamed S, la personne à qui appartient cet ordinateur, on apprend qu'il est venu de Tunisie, qu'il est en train de se former quasiment en autodidacte à l'utilisation donc et la fabrication de ces armes bactériologiques. Donc il avait est-ce qu'on sait d'ailleurs s'il avait de réelles compétences dans ce domaine? Alors justement, il y a eu enquête de nos confrères de Foreign Policy. Il semblerait donc que Mohamed S ait étudié la physique et la chimie dans 2 universités différentes dans le nord de la Tunisie avant donc de partir en Syrie faire le djihad. Et son objectif est clairement indiqué dans le document. L'idée est de planifier une attaque bactériologique de grande ampleur à l'image, une attaque choc à l'image du 11 septembre. Le document retrouvé vante même les avantages quasiment techniques et au niveau économique de ce genre d'armes. Regardez plutôt, il est écrit l'avantage des armes biologiques est qu'elles ne coûtent pas cher pour un bilan humain qui peut être énorme en termes de victimes. On y apprend aussi que des tests ont déjà été réalisés sur des souris qui, avec ce virus, sont décédées en à peu près 24 heures. En tout cas, ont eu les symptômes en à peu près 24 heures. Et il y a même, une fois que ces armes seront développées, des conseils sur les futurs modes opératoires. On peut y lire aussi ceci: utiliser de petites grenades contenant un virus, jetez-les dans des endroits clos comme les métros, les stades de football ou les salles de concert. Et le mieux est de le faire près de l'air conditionné. Donc on lit des choses qui sont extrêmement précises. Bien, alors est-ce qu'on sait maintenant, parce que c'est là, on va dire, la cerise sur le gâteau, si cette menace est jugée crédible? La réponse est oui. Malheureusement, oui, parce qu'il est vrai qu'à l'heure actuelle, rien ne laisse penser que les djihadistes possèdent ces armes. Cela dit, c'est confirmé, on le sait déjà, Al-Qaïda depuis des années, les djihadistes essayent par tous les moyens de s'en procurer. Et le journaliste de Slate nous rappelle que les Américains, les États-Unis, mettent énormément d'énergie et de moyens pour empêcher le fait que les djihadistes de tous bords accèdent à ce genre d'armes. Cela dit, selon le directeur du Centre de recherche sur les menaces asymétriques en Suède, plus l'État islamique prospère et s'installe, plus la recherche va pouvoir progresser. Par exemple, à l'heure actuelle, l'EI contrôle l'université de Mossoul, dans laquelle les chercheurs peuvent continuer à évoluer en front arrière de ceux qui se battent avec les armes. Et bien de l'autre côté, il y a des recherches qui peuvent continuer. Alors pour l'instant, créer ces armes devient tout à fait possible. C'est vrai, il y a encore le moyen de propagation qui reste mystérieux et un problème pour eux. Mais cela dit, la conclusion de cet article de Slate, c'est que plus longtemps le califat existera, plus il y aura de chances que ces membres, comme par exemple Mohamed S, qui est un djihadiste parmi tant d'autres, ces membres qui ont une éducation scientifique arrivent à mettre au point ce genre d'armes dans le futur. Voilà, d'où l'urgence peut-être qui est réclamée aux Américains de mettre au point cette coalition anti-État islamique. Merci Rudy Saada, on vous retrouve évidemment chaque jour pour Social Blog sur i24 News. Et puis au Liban, justement, un groupe djihadiste syrien, le Front Al-Nosra, cette fois a libéré 4 soldats et un policier libanais qui avaient été enlevés dans l'est du pays, et ce après que l'État islamique ait lui annoncé dans une autre vidéo diffusée avoir exécuté un soldat libanais qui avait été enlevé cette fois donc par l'État islamique. Situation insurrectionnelle au Pakistan où des manifestants réclament depuis ce week-end la démission de l'actuel Premier ministre et se sont affrontés avec les forces de l'ordre aujourd'hui. Violences qui ont fait au moins 3 morts et 400 blessés, selon un bilan provisoire. Certains craignent que l'armée prenne à nouveau possession du pouvoir au Pakistan pour mettre fin au chaos dans le pays. Daniel Ziri. Jets de pierre, gaz lacrymogène, le centre de la capitale du Pakistan, Islamabad, ressemblait à une véritable zone de combat ce dimanche. Près de 25 000 personnes se sont rassemblées pour exiger la démission du Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif. Des milliers de policiers ont encerclé les manifestants qui tenaient la vaste esplanade devant le Parlement. Voilà la démocratie. C'est ça la démocratie au Pakistan. C'est pire qu'une dictature militaire. Ils n'autorisent pas les gens à manifester paisiblement.
Les manifestants accusent Nawaz Sharif de corruption et fraude électorale. Ils campent dans la capitale depuis le 15 août dernier et soutiennent 2 opposants politiques, Imran Khan et Tahir ul-Kadri. Ça fait un mois on est là et on est là pour la révolution en fait au Pakistan parce que déjà c'est notre pays et tout, mais c'est parce qu'on veut changer le système. On trouve que le système il est corrompu, la corruption a dépassé les limites et c'est ça qu'on veut changer. On veut qu'il y ait des personnes qui soient honnêtes, etc. Et en plus, cette année, il y a eu beaucoup de morts tués par les policiers. Les violences avaient atteint de nouveaux sommets dans la nuit de samedi à dimanche. 3 personnes sont mortes et près de 500 ont été blessées. En Somalie, une tentative d'attaque des islamistes Shebab a été repoussée aujourd'hui dans la capitale Mogadiscio. 4 terroristes au moins ont été abattus alors qu'ils tentaient de prendre d'assaut le siège des services de renseignement somaliens. Plusieurs soldats ont également été blessés lors de cette attaque. En Islande, l'alerte rouge a de nouveau été déclenchée aujourd'hui au-dessus du volcan Bardarbunga qui est en éruption depuis plusieurs jours. C'est la 3e alerte déclenchée et elle prévoit une interdiction de survol aérien dans un rayon de plusieurs kilomètres autour de ce volcan. Julia Ganancia. C'est un immense volcan, situé sous le plus grand glacier du pays. Le Bardarbunga, en Islande, est entré en éruption ce dimanche. Un événement considéré comme assez dangereux pour menacer le trafic aérien dans le nord de l'Europe. Résultat, l'Institut météorologique islandais, chargé de la surveillance de l'activité volcanique, a élevé son niveau d'alerte au maximum. Une alerte rouge qui comporte une interdiction de tous les vols autour du volcan. C'est la 3e fois en une semaine que l'alerte est émise en raison des activités sismiques près du volcan. L'immense volcan est entré en activité le 16 août, provoquant chaque jour des centaines de secousses. Des dizaines de personnes ont depuis été évacuées de cette région peu peuplée, mais prisée des randonneurs, campeurs et chasseurs durant l'été. La protection civile islandaise a indiqué qu'une tempête de sable dans la région du Bardarbunga avait contraint les scientifiques surveillant le volcan à quitter la zone. Un 66e soldat israélien décédé dans l'opération Bordure protectrice aujourd'hui. Il s'agit d'un officier parachutiste de 20 ans qui avait été grièvement blessé dans une maison de Khan Younes, piégé par le Hamas le 23 juillet dernier. Il est mort à l'hôpital de suite de ses blessures après avoir été soigné donc pendant plusieurs semaines. Et justement, à la veille de la rentrée des classes en Israël, le gouvernement Netanyahou a tenu son conseil des ministres dans le sud aujourd'hui en signe de solidarité avec les habitants de cette région durement touchée lors de l'opération. Reportage Léa Berdugou. Le gouvernement a pris ses quartiers ce dimanche dans le conseil régional de Chof Ashkelon dans le sud du pays, largement touché par les tirs de roquettes et d'obus de mortier. Pour le Premier ministre, une priorité, afficher son soutien aux populations du sud qui ont largement critiqué sa politique au cours des 2 mois de conflit. La réponse sioniste adéquate à donner à nos ennemis, ce n'est pas uniquement de les frapper et de les vaincre dans toutes les opérations, mais aussi de développer notre pays. À l'issue de ce Conseil des ministres, un plan de reconstruction et de développement des conseils régionaux situés à moins de 7 km de la bande de Gaza a été approuvé. 1,5 milliard de shekels, c'est-à-dire environ 300 millions d'euros, vont être alloués à la reconstruction des conseils régionaux de Sha'ar HaNegev, Chof Ashkelon, Sdot Negev ou encore celui d'Eshkol. Les responsables de ces régions évoquent des dégâts considérables. Les secteurs proches de la bande de Gaza qui subissent des menaces comme les tunnels ou les tirs d'obus de mortier indétectables recevront l'aide dans un premier temps. Puis en deuxième, ce sera au tour des villes comme Ashkelon, Ashdod ou Be'er-Sheva. Benjamin Netanyahou a déclaré qu'un plan concernant les villes du Sud serait annoncé dans un mois. Un message qui a suivi le coup de colère du maire d'Ashkelon. Itamar Shimoni a trouvé inconcevable que la ville la plus touchée d'Israël ne reçoive pas un shekel. Les habitants d'Ashdod, d'Ashkelon ou de Be'er-Sheva, villes qui ne sont pas incluses dans ce plan, se sont en effet sentis laissés pour compte. Les retombées économiques du conflit ont été très importantes dans cette région. Les entreprises et les commerces ont été paralysés pendant 2 mois. Nombreux sont ceux qui ont dû licencier ou mettre leurs employés au chômage technique. Ils devront donc attendre quelques semaines pour être indemnisés.
Alors on va en parler avec Dror Even Sapir, analyste politique sur i24 News. Bonsoir Dror. Solidarité donc légitime de la nation, mais qui fait toujours des mécontents. Oui, bien évidemment. Alors, les Abad de Gouladi, c'est un plan en 2 phases. La première phase de ce plan a été annoncée aujourd'hui au cours de la réunion du gouvernement qui s'est tenue à Ashkelon. Les localités limitrophes de la bande de Gaza, les conseils régionaux limitrophes de la bande de Gaza vont percevoir une aide assez importante pour leur permettre effectivement de compenser les effets et les coûts de ces 50 jours de guerre. Par contre, pour les 3 grandes villes du sud du pays, Be'er-Sheva, Ashdod, Ashkelon, ce ne sera que dans une seconde phase qu'elles pourront espérer recevoir des deniers de l'État qui leur permettront également de réparer les pots cassés de cette période de conflit. Mais lorsque l'on parle de compensation financière pour le sud du pays, on parle également, dans le même temps, des coûts de l'opération militaire à proprement parler. Ça a coûté très cher à l'armée israélienne et par conséquent, il va falloir financer. Et quand il va falloir financer les coûts de l'opération militaire, le gouvernement israélien, le ministre des Finances, Lapid, le Premier ministre Benjamin Netanyahou ont décidé de ce que l'on appelle une coupe transversale, c'est-à-dire réduire les budgets de tous les ministères, exception faite bien évidemment de celui du ministère de la Défense. Mais le ministère d'impôts ou pas ? Alors voilà, c'est ça. L'alternative aurait été une augmentation des impôts, mais Lapid, le ministre des Finances, ne veut pas en entendre parler parce qu'il l'avait promis au cours de la campagne électorale, il l'avait promis en arrivant au ministère des Finances, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Par conséquent, si on n'augmente pas les impôts, on coupe dans les budgets. On coupe dans les budgets de l'éducation, et c'est demain la rentrée scolaire, des services sociaux, de la santé, donc des choses tout de même importantes. Tous les Israéliens vont subir ces coupures budgétaires assez importantes dans leur vie quotidienne. Donc il y a un choix idéologique de ne pas augmenter les impôts et de couper dans les ministères et dans les prestations sociales. On a un petit peu l'impression, Jean-Charles, que les dirigeants israéliens, Benjamin Netanyahou en tête, ont le sentiment que la population israélienne est prête à écouter ce message qui a été résumé par Benjamin Netanyahou à l'ouverture du Conseil des ministres aujourd'hui à Ashkelon, à savoir la sécurité avant tout. On a un petit peu l'impression que les périls islamistes se rapprochent des frontières. On voit ce qui se passe sur le plateau du Golan, ce qui se passe avec l'État islamique en Irak qui tenterait, d'après certaines informations, de se rapprocher de la Jordanie. Donc ça se rapproche un petit peu d'Israël. Donc on a l'impression que Benjamin Netanyahou pense que la population est prête à faire des sacrifices pour pouvoir financer à niveau un peu plus l'effort de défense. Et que le grand mouvement de contestation sociale d'il y a 3 ans, l'été 2011, tout ça n'est qu'un souvenir. Par conséquent, on a encore une fois le sentiment que les dirigeants israéliens ont les mains libres pour renforcer financièrement la défense et sacrifier d'autres prestations et budgets sociaux qui sont tout de même d'une grande importance. Encore une fois, l'éducation, la santé, les prestations sociales. Est-ce que les Israéliens vont vraiment suivre? Les prochains mois le diront. On verra cela. Merci Dror Even Sapir. D'un mot, on évoque également cette décision de l'armée israélienne de saisir 400 hectares de terre situés en Cisjordanie, notamment dans le secteur du Gush Etzion, et ce, en représailles à l'assassinat des 3 adolescents israéliens en juin dernier. Une idée déjà expérimentée en Europe et qui vient pour la première fois en Israël. Pour faire face à la hausse des prix du logement dans certaines villes, on a l'idée de proposer à des étudiants de se loger dans des containers aménagés en appartements, du provisoire conçu peut-être pour durer. C'est un reportage de Maël Benoliel. Voici peut-être une solution au prix exorbitant du logement en Israël, les conteneurs. Ces caissons métalliques conçus initialement pour le transport de marchandises servent aussi, depuis quelques années, de base à la construction d'habitations partout dans le monde. Après les villes d'Amsterdam, de Berlin ou encore de Londres, la première résidence entièrement faite à partir de conteneurs est en train de voir le jour en Israël, dans la périphérie de Tel Aviv, dans la ville de Lod, pour la plus grande joie des étudiants et de leur portefeuille. Une association israélienne a décidé d'importer ce concept et d'en réaliser un véritable projet social destiné pour le moment aux étudiants israéliens. Le ministère des Finances et l'association Ayalim ont décidé de répondre favorablement à la très forte demande d'étudiants qui souhaitaient venir s'installer à Lod et prendre part dans ce projet. Un projet qui leur permette d'aider au développement de la ville, mais aussi de participer à sa vie communautaire, tout en habitant dans un endroit sympa et profitant d'un loyer très correct.
Car pour pouvoir bénéficier d'un loyer à bas prix, les étudiants sont dans l'obligation de donner 120 heures de leur temps par an à la communauté. C'est sans doute la meilleure des solutions pour essayer de combattre le problème du prix des logements en Israël. Ce projet nous permet de vivre ensemble entre étudiants. Chacun de nous a un projet social d'entraide et cela nous permet de payer un loyer très accessible pour les étudiants. 150 € par mois, charges comprises, c'est ce que devront débourser Elena et Ran pour une chambre comme celle-ci. Réalisée à partir de 2 conteneurs, ils devront se partager un appartement de 60 mètres carrés. La vie étudiante en Israël est assez difficile et très chère. Les frais de scolarité sont élevés, le coût de la vie aussi. Le loyer, mais aussi faire les courses coûte cher. Acheter de la nourriture basique coûte des centaines de shekels. J'ai entendu parler de ce projet par une très bonne amie. Elle m'a raconté que les étudiants vivaient ensemble ici en communauté pour pas cher et qu'en plus on aidait notre prochain, alors j'ai voulu y participer. Prochaine ville à bénéficier du projet, Sderot, dans le sud d'Israël. Le gouvernement vient de valider la construction d'une résidence de ce type. Elle pourra accueillir une centaine d'étudiants dès la rentrée prochaine. À la différence près que chaque appartement bénéficiera là-bas de son propre abri antimissile. On va donc parler sport à présent avec Valérie Pérez. Bonsoir Valérie. Bonsoir Jean-Charles. On va parler de tennis pour commencer, car c'est l'US Open évidemment qui tient à l'actualité ces jours-ci. Deuxième semaine qui va commencer, qui commence évidemment en ce moment et ce soir, et donc des favoris qui pour l'instant sont présents. Ils sont présents et puis tiennent bien le coup avec Novak Djokovic, le numéro 1 mondial, qui a une saison qui est très mouvementée. Il a une blessure, il s'est marié, il a perdu en finale de Roland Garros contre Nadal, il a gagné Wimbledon, donc pour célébrer sa nouvelle paternité, il aimerait bien le remporter ce trophée. Le Français Tsonga qui est en grande forme, il a remporté le Master 1000 de Toronto. C'est un redoutable adversaire en ce moment. Murray, qui était vainqueur il y a 2 ans de Flushing Meadows, qui aimerait bien terminer sa saison en beauté et remporter une fois de plus ce trophée. Et puis Raonic, c'est la nouvelle génération, le Canadien, qui peut créer la surprise. On va regarder tout de suite le résumé de cette première semaine avec Samuel Calvo. Novak Djokovic, tête de série numéro 1, a fait mousse pour ce 8e de finale. Il a littéralement pulvérisé son adversaire. L'Américain Sam Querrey, 57e mondial, pourtant devant son public, s'est fait écraser en 3-7, 6-3, 6-2, 6-2 et seulement 1h25 de jeu. Aucun souci pour Jo-Wilfried Tsonga, vainqueur en 3-7, 6-4, 6-4, 6-4 et 1h54 de jeu face à l'Espagnol Pablo Carreno Busta, 74e joueur mondial. Le Français se qualifie pour les 8e de finale de l'US Open. Il affrontera Andy Murray, ennemi redouté. C'est jamais le bon moment, tout simplement parce que c'est un super joueur, c'est un joueur qui est accrocheur, c'est un joueur qui maintenant a beaucoup d'expérience, qui a gagné les plus grands tournois. Donc un joueur qui reste, qui fait partie toujours des meilleurs joueurs du monde et donc c'est pour ça que c'est toujours compliqué de jouer contre lui. Quant à lui, le Britannique atteint le 4e tour de l'US Open en battant Andrei Kuznetsov en 4-7, 6-1, 7-5, 4-6, 6-2. Vainqueur de l'édition 2012, Murray a eu du mal à se défaire de son adversaire et se prépare à affronter le Français Tsonga. Oui, j'ai eu beaucoup de matchs très serrés avec lui, mais j'en ai quand même gagné beaucoup. Donc oui, je dirais que c'est un match qui se présente bien, mais il est vrai qu'il est en très grande forme en ce moment. Je suis conscient que cela va être un match compliqué. Enfin, Milos Raonic, 6e classement ATP, a vaincu Victor Estrella Burgos dans un match extrêmement serré au 3e tour des internationaux des États-Unis. Le Canadien l'a emporté en 3-7, 7-6, 7-6, 7-6. Ça a été très amusant, il faut dire que l'atmosphère était très bonne. C'est super de ressentir la bonne énergie qui provient du public et l'ambiance générale. Ça rend l'ensemble plus excitant. Il va affronter le favori numéro 10, Nei Nishikori, au 4e tour de ce tournoi du Grand Chelem.
Voilà donc pour 3 gros bras sur les cours de l'US Open. Valérie, on va maintenant parler de football, car demain soir, c'est la fin du mercato et un gros transfert est peut-être en préparation, celui de Falcao. Oui, vous avez raison. Alors, lors du dernier match de Monaco face à Lille, où il y a eu, je vous rappelle, match nul, Falcao était dans les tribunes avec son agent, George Mendes. Alors, ça veut dire que peut-être, effectivement, il partirait vers le Real Madrid. Alors, Monaco, qui a fait un début de saison fébrile avec 2 défaites, un match nul et une seule victoire. En tout cas, les coéquipiers de Falcao ne veulent pas le voir partir. Je vous propose tout de suite d'écouter une interview du gardien de but qui concerne justement le fait que Falcao doit partir ou pas. En tout cas, s'il part, ça changerait complètement la physionomie de Monaco. Écoutez-le. Je sais pas, le football aujourd'hui est fou, mais je veux lui rester avec nous. Avec lui, sommes l'autre équipe. Avec Falcao et sans Falcao, nous pas la même. Comme Paris avec Ibra et sans Ibra, c'est pas la même. Tu crois qu'il va partir? Non. Tu crois qu'il va rester? Oui. Je crois lui rester. Vous voyez, Jean-Charles, beaucoup de suspense. Hein. Et puis un tweet qui était aussi rapidement effacé d'Internet, qui provient, selon l'intéressé, d'un photomontage où Falcao dirait, regardez, qu'effectivement, il serait très content d'intégrer le Real Madrid. Donc tout ça, ça donne beaucoup de suspense. C'est son compte officiel, mais ce ne serait pas lui qui l'aurait posté. Absolument. Il dit que c'est un photomontage. Alors après, James Rodriguez, si Falcao part, eh bien, ça veut dire que les objectifs du milliardaire russe qui est aux commandes de Monaco ne seraient certainement pas d'actualité, puisque lui, il vise le fait que Monaco soit parmi les plus grands clubs européens. Mais vous savez, c'est avant tout un homme d'affaires. Il a déjà vendu Rodriguez, donc peut-être que le fait de vendre Falcao, ça va lui faire rapporter, en tout cas dans ses poches, un gros chèque. Donc peut-être qu'il favorise l'argent plutôt que le côté sportif. Bon, en tout cas, c'est une affaire à suivre. On sera fixé dans quelques heures. Merci beaucoup, Valérie. Je vous en prie. Voilà, et nous, on va se retrouver dans un tout petit instant pour le débat du Grand Direct consacré à la situation en Ukraine. À tout de suite.